Direct. On poursuit cette émission désormais avec la santé sur Radio J. À votre santé. Et on est avec vous, Serge Rafal. On s'intéresse à votre santé. Elsa Esnou qui nous parle d'hypersensibilité. Bonjour Serge. Bonjour Cyrielle. Alors on a envie de tout savoir. Quand on parle d'hypersensibilité, de quoi on parle, Serge ? C'est comme le terme l'indique, hypersensibilité. Donc c'est une sensibilité excessive, une sensibilité à fleur de peau. Et malheureusement, le terme hyper dans sensibilité introduit un peu d'excès. Donc on a le sentiment que quelqu'un d'hyper sensible pourrait être quelqu'un de malade, ce qui n'est pas du tout le cas. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est pas une pathologie. C'est juste quelque chose qui est excessif, parfois pour la patiente ou la personne qui la reçoit, et puis parfois pour l'entourage, en disant quand même un comportement tout à fait excessif. C'est un concept qui remonte à quand ? On a envie de savoir. C'est un concept qu'on a depuis les années 90, donc c'est une Américaine qui a remis en fait à jour des idées du début du XXe siècle de Carl Jung, qui avait été un des premiers à en parler, et là on a décrit ce concept. Donc hypersensibilité, c'est en fait la traduction de personnes à sensibilité élevée ou à trop grande sensibilité. Alors on est d'accord, ce n'est ni une maladie, ni une pathologie, ni un trouble. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un hypersensible ? Dans la tête de quelqu'un qui est hypersensible, beaucoup des sons, la lumière, les images peuvent arriver, vous voyez, par n'importe quelle voie et créer une perturbation. Donc au niveau des émotions, je venais en métro et j'ai vu une affiche, Les 5 Diables. Je crois que c'est un film qui sort aujourd'hui. Et le pitch, c'est une gamine, Adèle, je crois, Exarchopoulos, qui joue dedans, avec une sensibilité, un odorat qui est trop développé. Ce sont les sens développés. Voilà, ce sont les sens développés et qui induisent un comportement qui est un comportement que les autres ou que la patiente juge excessif. Ça a une connotation péjorative ? C'est une connotation péjorative parce que derrière, on a le sentiment qu'on est dans l'excès. On est dans une société, enfin la société française, où il ne faut pas trop manifester ses émotions négatives. On peut manifester de la joie. Le joueur qui marque un but, tout le monde peut s'enthousiasmer. Sur une émotion négative, il faut quand même rester très mesuré. Et quelqu'un qui va se mettre vraiment à pleurer de joie ou à pleurer, à éclater en sanglots, c'est parfois mal vécu par l'entourage. On est une société quand même qui est très pudique et qui est très dans le contrôle des émotions. Donc là, en fait, c'est une personne qui a besoin d'exprimer ses émotions, qui ressort beaucoup ses émotions. Elsa Esnou, on vous a vu sur M6 dans ce programme Les Traîtres. Est-ce que vous trouvez que ce qu'on est en train de dire, finalement, vous ressemble ? Oui, dans le sens où effectivement on peut voir de moi-même que je pleure assez facilement, mais bon, après je pourrais aussi dire que tout est quand même assez justifié, et comme je suis réellement sensible, effectivement parfois ça peut prendre aussi de grandes proportions. Tout dépend le contexte aussi dans lequel on est. Maintenant, l'hypersensibilité aussi, moi, si parfois je peux dire ça de moi-même, que je suis une hypersensible, c'est parce que j'avais aussi entendu dire qu'on pouvait utiliser ce terme pour dire que parfois on pouvait percevoir des choses, donc effectivement ce qui va dans le sens de ce que vous dites au niveau de la lumière ou des sons qu'on entendrait, des images, qui donneraient des informations, des odeurs, c'est ça, et qui donneraient des informations au cerveau peut-être qui pourraient nous faire, peut-être, je sais pas, percevoir des choses. Voilà. Moi, pour ma part, comme je m'étais confiée que quand j'étais petite, j'avais parfois l'impression de ressentir des choses autour de moi, de percevoir. Voilà. Moi, c'est aussi dans ce contexte-là que j'ai dit aussi l'hypersensibilité, et pas que le fait que je puisse pleurer, hop, comme ça. Oui, parce qu'on dit souvent que les gens qui sont hypersensibles sont empathiques et ressentent des choses peut-être qui ne sont pas qui nous dépassent, on va dire ça comme ça. Serge Rafal, quelle est la fréquence de l'hypersensibilité ? Cyrielle, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et c'est la grande question. Il y a 30% à peu près de la population qui peut être considérée comme hypersensible, ou on va dire ultra-sensible, ou à sensibilité élevée. Vous avez compris que j'avais quelques réticences sur le terme d'hypersensible. Pourquoi ces réticences, justement ? Précisément parce qu'on a l'impression que c'est
pathologique. Or, c'est pas pathologique. Elsa vient de l'expliquer. Elle ressent les choses très, très profondément. Quand on prend Proust, la Madeleine de Proust, voilà, il ressent l'odeur, enfin la Madeleine, et ça déclenche 200 pages dans son livre. Comment on sait qu'on est hypersensible? Comment on se diagnostique, si toutefois on peut se diagnostiquer? On le sait pas. Il y a bien sûr les scientifiques qui travaillent dessus. Alors avec l'imagerie fonctionnelle, là maintenant, on a tendance beaucoup à expliquer la médecine par l'imagerie fonctionnelle. Donc il y a des zones qui sont des zones activées. Alors chez certains, ça va être les zones du goût, du langage, de la motricité, de la cognition. Donc certaines aires sont hyper stimulées, mais je dirais c'est quelque chose qui est clinique. Voilà, elle l'a expliqué, elle n'a pas le sentiment d'être malade, elle n'a pas le sentiment que ça justifie des explorations et personne ne va la traiter. Ça fait partie de ses qualités. Serge Rafal, est-ce qu'il y a des causes de l'hypersensibilité? Est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on peut devenir hypersensible? De façon, oui, comme dans un certain nombre de pathologies. Alors, je suis gêné parce que je vous ai dit que ce n'était pas une pathologie, mais bien évidemment, il y a souvent des causes qui sont génétiques. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des familles qui sont des familles d'émotifs. Donc, la génétique intervient pour à peu près 50%. Généralement, après, quand il y a un parent ou un grand-parent hypersensible, ça se transmet. Voilà, alors ça peut être culturel, et puis derrière se greffe l'environnemental. Donc, on considère que dans des familles où le climat dans l'enfance, dans la petite enfance, c'était un climat peut-être un petit peu plus soit violent, soit bruyant, soit l'enfant plus tard peut développer une hypersensibilité. Est-ce que tous les hypersensibles se ressemblent? Non, chacun va réagir de sa façon. Elle l'a parfaitement expliqué. Certains sont des introvertis. On va dire un tiers. Vous voyez, c'est simple. Un tiers introverti, un tiers d'extraverti, et puis un tiers qui paraissent extravertis, et puis qui, en fait, dans l'intimité ou dans leur fort intérieur, sont vraiment très réservés. Pudiques, réservés. Une question qui est souvent posée, est-ce que ça se soigne? Ça n'a pas besoin de se soigner. Il faudrait vraiment. Enfin, elle l'a parfaitement expliqué. On n'est pas sur une pathologie. Donc, si c'est trop envahissant, si ça gêne vraiment dans la vie personnelle, professionnelle, personnelle, bien entendu, sinon, il n'y a pas de justification d'aller proposer des traitements. Les traitements, les psychologues, les thérapies comportementales vont intervenir uniquement s'il y a un excès ou si c'est difficilement vivable pour la personne qui le subit. Un dernier mot avant la conclusion, Serge Rafal, un mot sur la sensibilité électromagnétique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la sensibilité électromagnétique, c'est quelque chose qu'on voit souvent, et c'est en fait un diagnostic qui est porté par la patiente. On n'a aucune preuve, on peut pas, on est obligé de faire confiance à ce qu'elle nous explique en disant, là, quand il y a du Wi-Fi, quand il y a du Bluetooth, quand on installe une antenne, j'ai des sensations, principalement de mal-être. Donc c'est un diagnostic pour certains médecins, pour des psychiatres. On ne sait pas si là, on n'est pas à la limite du pathologique ou parfois un comportement qui peut être un comportement phobique avec ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est-à-dire l'idée, vous voyez, en médecine, on connaît surtout l'effet placebo, c'est-à-dire un médicament qui n'a pas d'effet et qui, en l'occurrence, va quand même améliorer le patient. Et là, c'est l'idée qu'on se fait des ondes électromagnétiques en disant peut-être il y a des ondes ici, je suis rentré là tout à l'heure en disant peut-être il y a des Covid, il faut faire attention. Là, on est, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire la crainte de quelque chose qui, qu'on ne peut pas démontrer. C'est un petit peu ce qu'on pouvait évoquer il y a quelques minutes avec Elsa, peut-être des choses qui nous dépassent. Est-ce qu'on peut affilier ça à ça, justement, ressentir des choses de façon exacerbée qu'on ne peut pas expliquer? Sur les électrosensibles, quand on voit leur comportement, là, notre collègue psychologue pourra le confirmer, les patients sont parfois obligés de déménager, les patients ne peuvent pas supporter l'idée, alors que nous, on n'a aucune preuve que finalement le Wi-Fi est un quelconque retentissement sur la majorité des patients. En conclusion, Serge Rafal. En conclusion, je dirais ne pas transformer un terme, si vous voulez, en une maladie.
c'est considéré. Voilà, on avait l'impression l'ultrasensibilité, peut-être, ou l'hypersensibilité, c'est un handicap. Non, je trouve que chez Elsa, c'est un atout et elle le vit plutôt mais bien. c'est souvent un atout, l'hypersensibilité, je pense. Ça aide. Merci beaucoup, Serge Rafal, de prendre soin de nous désormais tous les jeudis à 16h10 sur Radio J.